Donc, bonjour à tous. Mon nom est Alexandre Chagnon, je suis pharmacien, je suis le fondateur du site question.pharmacien.com. Aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, non pas de la pharmacie connectée, mais bien du pharmacien connecté, à savoir pourquoi et surtout comment le pharmacien peut tirer profit des initiatives d'Internet santé, des médias sociaux en général. Les objectifs sont très clairs, très simples aussi. Donc, d'abord, apprécier la centralité du patient dans l'offre de services d'aujourd'hui. En l'occurrence, les soins collaboratifs que je vais discuter un peu plus tard. Mettre en lumière certaines pratiques novatrices de pharmaciens d'ici et d'ailleurs, et aussi définir les services, ce qu'on appelle Beyond the Pill, qui a fait place, en fait, qui a pris place plutôt là, dans la littérature depuis quelques années, et la place à prendre du pharmacien au niveau des services Beyond the Pill. D'abord, les soins collaboratifs, ce qu'on doit savoir, c'est très simple. En fait, ça fait en fait 25 ans, en 2018, que l'expression « les soins centrés sur les patients » a pris place dans la littérature, en fait. 25 ans plus tard, le constat est très clair. En fait, la relation paternalistique entre professionnels de la santé et patients demeure. Ceci étant dit, il y a des initiatives locales, des professionnels de la santé qui ont adapté un petit peu leur pratique, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est très, très répandu dans le domaine médical, pharmaceutique également. Donc, vous voyez deux références, deux éditoriaux parus récemment dans le British Medical Journal, en fait, qui montrent c'est quoi les soins collaboratifs. Donc, c'est quoi les soins collaboratifs? C'est très simple. Les soins collaboratifs, c'est un patient qui est central, des professionnels de la santé qui sont en périphérie et qui, parfois, ne sont pas nécessaires pour le patient. On doit comprendre qu'un patient qui se soigne seul et qui le fait bien, d'un point de vue écosystème, c'est ce qui coûte le moins cher. Et c'est ce vers quoi on devrait tendre. Les patients autonomes qui se soignent eux-mêmes, vraiment, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc, dans ce nouveau monde, le médecin va jouer un rôle beaucoup plus petit dans les soins de santé et dans le bien-être des patients. Parfois même aucun rôle. Donc ça, c'est Fiona qui nous parle de ça, l'éditeur en chef du BMJ. Et en fait, en ajout, là, c'est vraiment Michael Medicine, c'est vraiment intéressant ce qu'il nous dit, c'est tout ce qui est soins collaboratifs, le but final, c'est d'avoir moins d'interventions médicales. Parce qu'effectivement, comme paru dans The Economist récemment, personne n'a plus grand intérêt à propos de votre santé que vous-même. Donc, ceci étant dit, les patients sont sur Internet. Vous le savez tous, moi le premier probablement, les patients sont très, très, très intéressés à s'informer sur leur santé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les soins collaboratifs font bien du sens. C'est qu'en ce moment, ils ont accès à une panoplie d'informations et lorsqu'ils ont besoin de plus d'informations que ce qu'ils trouvent sur Internet, ils peuvent faire affaire avec plusieurs intervenants, entre autres les professionnels de la santé. Donc, on voit ici des statistiques assez éloquentes, américaines d'abord. Donc, 3 patients sur 4 sont confortables à communiquer avec un professionnel de la santé par chat, donc par texto. Et 9 adultes canadiens sur 10 cherchent de l'information au sujet de leur santé sur Internet, des données du CRTC 2016. Et juste pour vous donner une idée, en 2012, c'était 6 adultes canadiens sur 10, donc c'est une croissance phénoménale. Et ça s'explique comment? Ça, c'est très simple, c'est que notre vie quotidienne, au quotidien, on vit avec des outils qui nous permettent et qui nous pratiquent à utiliser les outils de la téléconsultation et de la télémédecine. Donc, on parle de Skype, on parle de ce qu'on est en train de faire en ce moment aussi. Les professionnels de la santé le font, les patients aussi. Donc, ils communiquent par texto, ils font du Skype, du FaceTime. Donc, tous des outils qui sont très utiles en médecine en 2018. La place de l'expert dans tout ça, parce que là, on pourrait se dire qu'en tant que professionnel de la santé, est-ce que je suis encore pertinent? Et la réponse est oui. Il y a de la littérature qui montre vraiment que pour que l'information trouvée sur Internet soit utile pour les patients, elle doit passer par ce qu'on appelle un empowerment, donc une autonomisation qui est de double, donc qui est en 2 temps. Le premier, c'est de trouver de l'information sur Internet. Ça, les patients le font.
Le deuxième, c'est d'avoir une information qui est légitimisée par un expert. Donc, et là, c'est à savoir s'ils vont, les patients, le faire en face à face ou à même sur le web de communiquer avec un professionnel de santé. La littérature montre qu'environ 30 à 50 des patients, lorsqu'ils trouvent de l'information sur Internet, vont en parler avec leur médecin. Donc, la très grande majorité ne le feront jamais. Donc, d'être sur Internet d'une quelconque façon pourrait être très pertinent pour demeurer pertinent pour le patient, mais également pour faire en sorte que l'information qu'il trouve sur Internet soit bien appliquée à son quotidien. La fiche que je vous montre sur la prochaine diapositive, c'est assez frappant. Ça, c'est la première fois que, à ma connaissance du moins, que des médecins recommandent Internet. Ça a été fait au Royaume-Uni en décembre dernier. Face à la hausse de la demande des services en santé, en fait, là, les patients, en fait, on a eu une grosse hiver au Québec. Apparemment, il y en a eu un gros aussi là, du côté du Royaume-Uni et les services étaient juste sursaturés. De sorte que le Royal College of General Practitioners là-bas, en fait, a émis ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Donc, Think 3 before GP, en voulant dire par là que les 3 questions qu'un patient devrait se poser avant de consulter un médecin sont les suivantes. Est-ce que vous êtes en mesure de régler votre problème seul? Est-ce que vous êtes en mesure de régler votre problème en consultant NHS Choices, qui se trouve être un site Internet, ou un autre service réputé, considéré comme fiable au Royaume-Uni. Donc, on parle d'Internet ici, là. Ou aller voir un pharmacien, excusez-moi. Donc, on dit, allez pas voir les médecins, allez voir quelqu'un d'autre. Et si vous êtes en mesure de régler votre problème seul, faites-le. C'est ce qui coûte le moins cher et ce qui, en ce moment, va régler le problème de la sursaturation des soins de santé. Les pharmaciens, ensuite, là, vous le voyez dans le Tree Before GP, les pharmaciens ont leur place, en fait, disons, le parcours de soins d'un patient informé. La phrase qui est parue dans le Health Affairs en 2013, là, je vais la lire, c'est We show that the implementation of some increasingly popular operational changes in the ways clinicians deliver care, including the use of Teams, better information technology and sharing of data, and the use of non-physicians. Donc là, vous voyez 2 aspects très, très clairs, que ça a le potentiel de faire en sorte qu'on a plus besoin d'avoir plus de médecins, parce que c'est un peu ce qu'on voit partout, il manque des médecins. Non, la vérité, c'est que si on se sert mieux de la technologie et qu'on se sert de non-professionnels, des non-médecins, donc on parle en l'occurrence des pharmaciens, des nutritionnistes, des physiothérapeutes, entre autres, des sexologues, des psychologues, mais en fait, tout ce monde-là va être en mesure de compenser ce manque-là, surtout quand c'est fait de façon coordonnée et en appréciant la place de la technologie à l'intérieur. La technologie, au moment où on se parle, elle a déjà fait de grands pas, en fait, là, dans l'amélioration des soins. D'un point de vue de l'écosystème des soins de santé, au Québec, en France, aux États-Unis. Je vais vous sortir quelques exemples en ce moment pour vous introduire au concept de ce qu'on appelle le Beyond the Pill, ou ce que j'ai baptisé en français le post-pilule, l'ère post-pilule. Le premier, en fait, la première initiative nous provient des États-Unis. En fait, c'est l'ASCO qui a, dans leur dernier congrès, ont fait paraître ces données-là. C'est très simple, en fait. On permettait à des patients suivis en oncologie d'écrire à leurs infirmiers et infirmières, les infirmiers pivots, on pourrait dire, non pas par l'entremise de texte ou quelque chose comme ça. On leur demandait simplement de remplir une grille de symptômes. Et par là, on voulait juste avoir le pouls entre les rendez-vous, à savoir est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va moins bien. Ces effets secondaires-là, est-ce qu'ils apparaissent? Et ce que ça permettait de faire, c'est d'avoir une prise en charge beaucoup plus rapide de l'effet secondaire par l'équipe médicale. Et c'est très simple, en fait. C'est vraiment un service de messagerie comme MSN il y a 10 ou 15 ans, ou presque. Là. Et ce que ça a permis de faire, c'est d'améliorer la survie globale des patients suivis dans ce centre-là de 5 mois. Et là, 5 mois, pour quelqu'un qui ne fait pas d'oncologie, c'est OK, 5 mois, c'est pas si grand que ça. La vérité, c'est qu'on approuve des molécules en ce moment qui augmentent le overall survival de 5 mois et on paye 100 000 $ par année à peu près pour des molécules comme celle-là. Donc, c'est très, très,
très intéressant. Et ce que ça nous permet de faire, c'est de dire, bien, le simple fait d'introduire une technologie qui améliore la communication entre l'équipe de soins et les patients, en fait, ça sauve des vies. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Moi, en fait, je ne pensais pas que ça pouvait avoir un impact aussi grand. Mais la vérité, c'est qu'il y a des belles études en ce moment qui le prouvent. La deuxième diapositive, si vous voyez les courbes, en fait, là, qui se séparent très, très tôt dans la survie globale de ces patients-là, c'est pas un résultat qui apparaît après 5 ou 6 ans. Non, non, la vérité, c'est que les courbes se séparent dès le départ. Donc, il y a un impact presque immédiat associé à ces outils-là, même sur la survie des patients. Et je vous disais un peu plus tôt, là, le 100 000 le Medscape, en fait, en a fait un éditorial très, très, très pertinent de si ça c'était un médicament, bien, on paierait 100 000 pour ça. Puis là, c'est simplement de permettre à des infirmières d'oncologie d'intervenir plus rapidement en impliquant le patient, et ça, c'est super important, et en le mettant, en faisant en sorte qu'il fasse partie de l'équipe, tout simplement par un outil de communication très, très simple. Le deuxième aspect de la technologie, en fait, dans son concept d'améliorer les soins de santé et de pallier peut-être au manque de médecins qu'on voit écrit un peu partout, c'est par l'introduction de nouveaux professionnels de la santé. Cette diapositive-là parle de Virta, qui se trouve à être un service aux États-Unis qui introduit le concept de coach santé. Coach santé, ce que ça veut dire, ça, ce sont des intervenants qui ont un background en motivationnel et eux, leur but, en fait, c'est de supporter les patients vers des buts bien définis dans un groupe de population aussi défini. Donc, par un exemple, Virta, en fait, ce qu'ils permettent de faire, eux, c'est de renverser le diabète de type 2. Bon, là, en tant que pharmacien, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, OK, renverser le diabète de type 2, je ne connais pas de médicament qui fait ça, puis les médicaments, ça fait longtemps qu'on en voit, et on a des case reports de patients presque qui ont fait ça, peu de patients réussissent à faire ça, et eux me disent que 60% des patients qui rentrent dans le concept de Virta, qui se trouve être une chimère entre technologie et coaching santé, ben, il renverse le diabète de type 2, que 94% élimine ou réduit l'insuline. Ça, c'est un peu trop beau pour être vrai. Mais la vérité, c'est que si on regarde la diapositive suivante, ça, c'est l'étude qui est parue il y a quelques semaines, ça se compte presque en jours, sur les impacts d'un coach santé et d'une technologie sur le diabète, et plus précisément sur la réduction des médicaments. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que dans les milliers de patients qui étaient dans cette étude-là et qui prenaient une sulfonylurée, mais 100% ont pu de sulfonylurée en fin de parcours. Et ça, c'est une étude longitudinale de 5 ans et on n'en est qu'à la première année. Donc, c'est des impacts qui sont très rapides. L'insuline, vous le voyez également, les SGLT2 qu'on trouve donc bien intéressant d'un point de vue survie, en fait, là, le Jardiance là, qui s'est fait applaudir là, dans les congrès d'endocrinologues et qui, quelques mois plus tard, il y avait un signal qu'il en avait plus de chances de finir amputé, en fait, là, en prenant ces molécules-là. Ben là, on le réduisait également par l'utilisation de coach santé de technologie. Donc, la metformine, par contre, il y avait une augmentation dans quelques cas, une diminution dans d'autres. Ce qu'on doit savoir, c'est que le coach santé, son rôle, c'était de promouvoir une diète qui est cétogène, qu'on connaît bien en diabète comme étant potentiellement bénéfique pour nos patients. Et que lorsqu'on associe à la technologie à un support, disons, humain, mais fait des miracles presque. Là. Donc ça, c'est super intéressant. Ce qu'on voit arriver avec la technologie, c'est un peu un retour en force, disons, des mesures non pharmacologiques. Ces bonnes vieilles mesures non pharmacologiques que moi, j'ai apprises à l'école, une slide dans le slide deck, il y en avait 200 en fait diapositives, mais il y avait peut-être une ou deux diapositives par rapport aux mesures non pharmacologiques, puis on passait à la suivante, puis c'était fini. La vérité, c'est que lorsqu'on associe ces mesures non pharmacologiques-là, la perte de poids, la diète cétogène, en l'occurrence dans ce cas-ci, à la technologie, là, on a des impacts assez incroyables. Ce
qui nous amène à des modifications dans les lignes directrices, bien entendu. On ne peut pas laisser passer des résultats comme ça en tant qu'association de patients ou en tant qu'organisme scientifique et ne rien faire. Donc, l'American Diabetes Association, en 2018, a émis des nouvelles lignes directrices et dans la, la section, excusez-moi, sur la vie, la gestion de la vie courante, en fait, il parlait que la discussion par l'entremise d'Internet de façon bidirectionnelle avec des pairs, donc avec d'autres patients ou avec ce qu'on appelle des coachs santé, là, donc des coachs, des community health workers, avait vraiment un impact bénéfique pour les patients. Donc ça, c'est la première entrée de ce qu'on pourrait appeler les post-pilules dans les lignes directrices. Pour un pharmacien, ce que ça implique, c'est que peut-être que dans 5 ou 10 ans, le nombre de patients qui vont être traités avec nos molécules vont peut-être être beaucoup moins. On va en parler un peu plus loin, là, mais peut-être que notre rôle pourrait davantage être, au lieu d'être le professionnel du médicament, peut-être que ça va être intéressant à un moment donné de se pencher là-dessus et de se dire on pourrait peut-être être les professionnels de la thérapeutique. Parce que ça va faire partie de l'arsenal thérapeutique. Et il va falloir qu'on soit bien au courant des avantages et des patients qui pourraient en bénéficier par rapport aux médicaments, entre autres. Les psychologues et la technologie, en fait, permet de soulager de façon beaucoup plus prononcée la dépression. Donc, il y a un certain type de thérapie cognitivo-comportementale qui se fait en ce moment au Mount Sinai aux États-Unis, qui permet en fait, par l'entremise de questionnaires et vraiment de juste regarder si le patient est en mesure d'identifier de façon adéquate une émotion par l'entremise d'émoticônes ou presque. Là. Et en fait, c'est un travail comme de rephaser le cerveau avec ses émotions. Et en l'occurrence, c'est très, très simple. C'est une mesure non pharmacologique d'un traitement. Et ce qu'eux ont montré en Mount Sinai, c'est très simple, c'est qu'ils ont réduit les syndromes de dépression majeure de 42 chez le groupe expérimental par rapport à 15 chez le groupe de contrôle. Et ça, c'est simplement après 6 semaines. Vous et moi qui sommes pharmaciens, on sait très bien qu'après 6 semaines, un patient nous revient après avoir commencé de la fluoxétine. On va lui dire « laisse-lui le temps, on n'est pas certain, on va attendre encore 2 à 4 semaines pour être certain ». La vérité, c'est qu'avec une thérapie cognitivo-comportementale qui est utilisée et qui est distribuée par l'entremise de technologies, mais on a des impacts très intéressants. Et bien entendu, il y a le Beyond the Pill qui ne fait pas, qui remplace la pilule de façon assez surprenante. Natural Cycles, qui se trouve être une application et qui se veut être un Beyond the Pill, une post-pilule qui se sert de la température vaginale. On sait très bien, en fait, vous l'avez appris comme moi, en fait, qu'il y a une variation dans la glace cervicale, dans la température du corps de ces patients-là, de ces patientes-là, en fait, là, pour la contraception, qui est fonction du cycle menstruel. Et donc, on leur demande de prendre leur température buccale, tout simplement, et de rentrer la valeur dans l'application, ce qui se fait de façon automatique par rapport à Natural Cycles. Et se crée en fait, grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, des patterns qui nous permettent de dire pendant ce journée-là et cette journée-là, mais il y a un risque de fécondité et on vous demande d'être abstinente à ce moment-là. Donc, pour les patientes qui ne veulent rien savoir des pilules, c'est super intéressant. Ce n'est pas une méthode qui est 100% fiable, mais on s'entend qu'entre prendre sa température et l'écrire sur un bout de papier, ce qui a déjà été fait dans le passé, et se servir d'intelligence artificielle, on est en mesure d'augmenter, je crois, là, l'efficacité d'un système comme celui-là. Et en fait, ça, c'est assez récent. Et c'est encore le Royaume-Uni qui nous apprend que la prescription sociale, donc la prescription de faire des actes de bénévolat, entre autres, peut très, très facilement améliorer certains aspects de la vie de certains de nos patients. Le fait, en fait, la description du social prescribing, c'est vraiment simple. Ça dit qu'un professionnel de la santé va adresser un problème non médical
La phase non médicale d'un problème, excusez-moi, avec des interventions qui sont elles aussi non médicales. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on prend le patient qui est dans notre bureau en tant que médecin et on le met en relation avec ce qu'on appelle un link worker, donc un intermédiaire qui va créer, on appelle ça vraiment une co-création. On va s'asseoir avec le patient en tant que link worker et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la santé de ce patient-là. On va regarder ensemble, OK, on pourrait aller faire du bénévolat dans certains types d'activités ou s'inscrire dans un groupe de pairs, PAIRS, là, qui ont un problème similaire. Et on ne parle même pas de médicaments, on ne parle aucunement de médicaments. Et là, il y a des études qui se sont penchées à savoir si ça fonctionne-tu de faire ça. Et les papiers qui se sont penchés sur les effets du social prescribing sur l'utilisation des médecins, des services de médecins, ont montré une réduction en moyenne de 28 %. On voit là, un écart entre 2 et 70 %, mais quand même une moyenne à 28 % et toujours une réduction, aucune augmentation. Et les 5 études qui ont montré si les consultations à l'urgence, parce que Accident and Emergencies, au Royaume-Uni, c'est vraiment le département de l'urgence, ont montré en fait une diminution de l'ordre de 24 % dans les mois qui ont suivi là, la référence chez le link worker, excusez-moi. Donc, on parle de bénévolat, on parle de quelque chose qui est connu depuis des lunes. On sait que d'aider, d'interagir avec d'autres gens aide les gens en santé mentale, avec des troubles de santé mentale. Probablement que ça aide tout le monde, mais les gens en santé mentale aussi. Et là, d'utiliser une technologie par rapport à ça et de s'aider en fait avec la technologie, avec la référence, on est en mesure de décupler cet effet-là et d'avoir des études qui nous prouvent que ça fonctionne. Ça me donne le goût de vous dire qu'on est rendu dans l'ère post-pilule. Ce que ça veut dire, ça, c'est très simple. C'est que peu importe comment on va les baptiser, il y en a qui vont les appeler les DGCEutics, et moi qui vont l'appeler les Digital Therapeutics, les Beyond the Pill. La vérité, c'est qu'on est arrivé à une phase une phase de notre système de soins où on essaie de se pencher vers des choses qu'on connaît déjà, qui était déjà connu et que lorsque jumelé à la technologie, va pouvoir nous montrer si ça peut avoir un effet augmenté et bien entendu un effet qui pourrait être documenté par la ferme. Donc, pour un pharmacien, ça c'est super intéressant parce que ma ligne directrice canadienne de diabète qui me dit que le patient qui a une hémoglobine glyquée entre ça et ça devrait commencer avec la metformine, entre ça et ça, la metformine plus d'autres choses. Cette chose-là devrait être de l'empagliflozine s'il y a un risque cardiaque et si ça ne fonctionne pas dans X nombre de jours, on revient avec une autre molécule, mais peut-être que dans 3, 4, 10 ans de ça, la première ligne directrice, ça va être mettre en relation le patient avec un health coach. Commencer une diète cétogène. Et si ça ne fonctionne pas, commencer la metformine. Pour les pharmaciens, c'est excessivement important de connaître ça. Pourquoi? Parce que moi, en tant que pharmacien, j'aurais potentiellement pas autant de chances de m'impliquer en termes d'expertise chez ces patients-là. Et ce qui est intéressant également, c'est que en tant que en tant qu'association professionnelle des pharmaciens, on va devoir travailler avec de nouveaux professionnels. Là, c'est ce que je vous montre à droite dans la diapositive. Il y a du vocabulaire qui est en train de se créer dans le domaine de la santé un peu partout au monde. Le patient s'entoure réellement d'une nouvelle équipe. Il y a des nouveaux joueurs dans l'équipe de traitement, des joueurs qui sont parfois très formés, parfois qui sont vraiment juste des pairs. Donc, on parle de la famille du patient, on parle des patients partenaires, des patients experts. Je n'avais pas le temps aujourd'hui d'en parler beaucoup plus que ça, mais c'est vraiment une réalité à laquelle on est confronté en ce moment et probablement beaucoup plus dans le futur. J'ai moi-même terminé récemment ma formation pour devenir Telehealth Facilitator, quelque chose qui aux États-Unis est assez populaire, qui se trouve à être simplement mis là, quand on a de la téléconsultation, on a un professionnel de la santé de l'autre bout de l'écran. Et moi, mon rôle en tant que Telehealth Facilitator, excusez-moi, serait d'être présent avec le patient et de regarder ensemble au bon fonctionnement de la téléconsultation et vraiment être l'expert de la téléconsultation pour que le patient en bénéficie au maximum. Et cette formation-là m'a amené à comprendre que oui, il y a des patients potentiellement ou des travailleurs sociaux, des choses comme ça qui acquièrent cette formation-là, mais dans ma classe,
c'était des infirmières, c'était des médecins. J'étais le seul pharmacien, mais il y avait d'autres gens, d'autres professionnels de la santé qui allaient chercher une autre corde à leur arc parce que la vérité, c'est que la téléconsultation va faire partie de la médecine du 21e siècle, fort probablement, et que ma formation universitaire ne me permettait pas, du moins à mon œil, de bénéficier ou de faire bénéficier les patients là, du maximum de ce que la consultation peut permettre. Les MNP contre-attaque, un titre assez robuste. Là. Les mesures non pharmacologiques, effectivement, sont de retour avec comme voisine la technologie. Et je crois que pour les patients, c'est super bénéfique. Ce qui m'amène à vous dire cette phrase-là, là, que oui, vous pouvez rester dans le domaine du médicament, mais vous ne pourrez pas rester dans le domaine du médicament que vous avez toujours été. Donc ça, c'est Ernst Young qui avait publié ça en 2014. Puis je trouve que c'est tellement pertinent en ce moment parce que l'évolution, elle est très rapide. Elle n'est pas connue de tous, clairement pas, mais elle a un impact en ce moment, puis elle va en avoir un encore beaucoup plus grand, je crois, dans le futur. L'évolution du rôle du pharmacien à travers tout ça, même si ça à vos yeux, peut-être que ça paraît être encore dans un futur très lointain, mais la vérité, c'est qu'au moment où on se parle, il y a des recommandations dans divers pays, des changements législatifs aussi dans différents pays qui nous amènent à croire que le rôle du pharmacien va vraiment évoluer, puis assez rapidement à part ça. En Australie, entre autres, là, les pharmacies communautaires, en fait, sont vues d'un œil peut-être un petit peu moins positif que c'est le cas ici au Québec, je crois. Vraiment, ils considèrent changer le modèle de distribution pharmaceutique vers un modèle plus automatique qui va être en mesure d'anticiper la demande. Donc, on parle vraiment là, de machines robots, probablement aidées par l'intelligence artificielle pour ne pas dire quelque chose. Et ça va être supervisé par, bien entendu, une personne qualifiée. Et un peu plus loin dans le texte, ils nous disent que les qualifications, ça ne sera pas celle d'un pharmacien. Parce que le pharmacien est beaucoup trop entraîné pour faire que de la supervision de distribution. Un point avec lequel je suis relativement d'accord, on va se le dire. Là. Et probablement que ça va être une nouvelle formation. Encore une fois, on parlait de nouveaux rôles ou peut-être un assistant technique qui va être en mesure d'avoir une formation adéquate dans la robotique ou dans la gestion des erreurs pour être en mesure de fournir ce service-là. Et ce qu'ils disent un peu plus loin, heureusement, c'est le pharmacien ne disparaîtra pas. Le pharmacien, eux autres, ils recommandent que les universités rentrent moins d'étudiants en pharmacie. Mais les pharmaciens vont faire autre chose. Ils vont s'occuper à avoir un rôle de soutien dans l'équipe de traitement et bien entendu, pour que ça soit coût efficace. C'est toujours ce vers quoi on essaie de tendre en tant que payeur. C'est normal. On essaie d'avoir des études qui nous prouvent que le pharmacien en hypertension, lorsqu'il fait des rappels aux patients, comme il y a une étude récemment qui est parue, bien, on avait des meilleurs contrôles tensionnels et probablement qu'à long terme, on est en mesure d'avoir moins d'ACV. Donc ça, c'est des choses que lorsqu'on a de la littérature, et à ce point-là, moi, je vous réfère au site Internet de Impact Pharmacie, un site québécois qui essaie de mettre en commun toute la littérature sur l'impact du pharmacien. Mais c'est clair qu'il va falloir qu'on ait des études en ce moment qui nous prouvent qu'on est efficace en termes de coûts et en termes de services à faire pour garder cette position-là. Ça, c'était l'Australie. En France, les gens en France qui nous écoutent en ce moment le savent beaucoup mieux que moi. Le Cour des comptes, en fin 2017, en fait, a publié un texte qui a un peu secoué les pharmaciens là-bas. En fait, c'est très clair, c'est qu'eux disent qu'il y a une pharmacie sur deux qui devrait disparaître, que le réseau de distribution de pharmaceutiques, excusez-moi, officinales est beaucoup trop vaste, beaucoup trop grand, que le monopole qui est connu, en fait, en France, a fait en sorte que malheureusement, il y a beaucoup trop de pharmacies à tous les coins de rue. Et lorsque les pharmaciens parlent de proximité avec les patients, les payeurs, eux, voient tout simplement une perte d'efficacité. Donc ça, ça reste à voir comment ça va évoluer dans le futur. Au Québec, l'évolution du rôle du pharmacien, c'est d'abord inscrit dans son entrée dans les groupes de médecine de famille qu'on appelle les GMF.
il y a quelques années déjà, donc les pharmaciens communautaires qui ont commencé à s'immiscer à l'intérieur et ils sont fort appréciés de l'équipe de traitement, en fait, des infirmières, des nanothérapeutes, des médecins. Vraiment un rôle très, très adéquat à l'intérieur des GMF. Et ce qu'on a su, en fait, à la fin 2017, encore une fois, c'est que dans quelques années, on parle du prochain mandat là, du gouvernement, les patients vont être en mesure de communiquer par Internet, d'avoir une téléconsultation avec les membres de l'équipe du GMF. Donc, on parle effectivement du pharmacien là, ici. Là. Donc, probablement que ça va faire en sorte que les pharmaciens vont devoir aller chercher une certaine formation pour être capables de, de fournir le service assez adéquat. En fait, et là, prenez-moi pas en fait, pour dire que les médecins ont déjà cette formation-là, les infirmières aussi. La vérité, c'est que tous les professionnels de la santé vont devoir évoluer pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Mais ça montre un peu ce vers quoi le pharmacien qui se penche moins un peu peut-être vers la distribution et plus vers les services pharmaceutiques, va devoir quand même peaufiner les services pharmaceutiques pour peut-être aller chercher une sur-expertise, une expertise de pointe, une niche, et peut-être même adopter des outils technologiques comme la téléconsultation dans le futur. Ça ne veut pas dire, par contre, que la distribution pharmaceutique, la distribution de médicaments est morte. Donc, Forbes, en fait, récemment, on parle début 2018, a mis en évidence les 10 emplois du futur en santé. Et une d'entre elles était un pharmacien. Donc, un pharmacien qui allait faire, par contre, ce qu'on appelle de l'élaboration de médicaments de précision. Donc, ce qu'il voulait dire par là, puis on s'entend, on joue au futuriste un peu, là, mais que grâce à la médecine de précision, donc on parle de la génétique, on parle des caractères individuels des patients et de l'intelligence artificielle, de l'analyse, pour être en mesure, ces pharmaciens-là, de créer des médicaments configurés exactement pour le patient qu'ils ont devant eux. On s'entend que ce ne sera pas eux qui vont faire ça avec leur mortier. C'est vraiment pas ça. On parle vraiment d'encore un emploi de gestion, un emploi qui permettrait d'en faire une supervision de la machinerie, probablement qui ferait ça. Mais ça va être des pharmaciens, ça c'est clair, qui vont devoir faire ça. Donc, même la distribution est appelée à évoluer dans une certaine optique. Pas pour tous les patients, pas pour tous les médecins, puis pas pour tous les médicaments, excusez-moi, mais la vérité, c'est que c'est une réalité à laquelle on va probablement être confronté dans le futur. On m'a demandé d'avoir des exemples aussi de pharmaciens qui innovent et en 45 minutes, je trouvais que ça, c'était très, très rapide. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pharmaciens qui innovent au Québec, en France, un peu partout en francophonie et même aux États-Unis, ailleurs au monde. Je tiens une vigie Internet, en fait, là, qui est très intéressante, qui montre plusieurs initiatives. Je vais me concentrer sur deux aujourd'hui. Une qui nous provient du Danemark, qui a des publications en lien avec cette initiative-là. La deuxième, c'est Question pour un pharmacien. Bien entendu, le site que je connais très, très bien pour l'avoir fondé il y a maintenant plus de 2 ans. Et initiative dans laquelle participent plus de 150 pharmaciens au Québec au moment où on se parle. Donc, d'abord, au Danemark, il y a un service qui s'appelle Apothec, qui se trouve à des téléconseils. Ce que au Danemark, les pharmaciens ont tenté de faire, en fait, c'est très simple. C'est qu'au Danemark, la réalité est telle que c'est un peu comme au Québec. Ce sont des pharmaciens propriétaires qui ont une législation, une régie assez rigide autour d'eux, mais que la vente de médicaments libres en ligne, excusez-moi, est permise. Donc, un peu comme en France, mais au Québec, ce n'est pas le cas encore. Au Canada, ça ne se fait pas. Donc, pour pallier au fait que les patients achetaient des médicaments en ligne, mais ne recevaient aucun conseil, tous les pharmaciens du Danemark, les 360 et quelques pharmacies qui étaient ouvertes en 2014, se sont associés et ont désigné une pharmacie. Ils lui ont dit, ça va être toi qui vas répondre aux questions en ligne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par live chat. Donc, ça va vraiment être par messagerie sécurisée, puis ça va être en mesure de répondre aux questions. Ici, on voit la page frontispice du service et il montre 3 questions fréquentes qu'ils reçoivent. Ils ont publié, en fait, en 2016, la première étude sur les impacts de ce service-là et qui ont montré vraiment que, autrement, les patients, probablement, qui n'auraient jamais eu de conseil d'un pharmacien puis n'auraient pas été chercher l'information de par le fait qu'ils achetaient les médicaments en ligne. Ce qu'ils ont montré également, c'est que les questions que recevaient les pharmaciens
inscrits sur le service étaient très, très, très diversifiées et probablement très différentes également de ce que les pharmaciens étaient habitués de répondre en pharmacie communautaire ou en officine. On parle à ce moment-ci de questions sur les symptômes. Donc, j'ai ça sur le bras, j'ai ce petit bobo-là. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? J'ai ces symptômes infectieux-là. Est-ce que je devrais aller consulter Ça, c'est des questions qu'on reçoit en pharmacie et en officine. Mais la vérité, c'est que sur un site comme Apothèque, c'était beaucoup plus présent qu'en présentiel. Au Québec, en fait, on a décidé de faire autrement un peu. Mais je me suis inspiré beaucoup de ce qui se faisait au Danemark pour Questions pour un pharmacien. Et le service, en fait, c'est très simple. Il y a une publication dans un journal, en fait, en 2016, qui montre que la rationnelle derrière un projet collaboratif comme YeWiki ou comme Question pour un pharmacien, vous allez le comprendre un peu plus tard, est que l'effort conjoint de plusieurs acteurs mène à beaucoup plus d'impact que lorsque chacun de ces acteurs-là aurait des œuvres individuelles, qu'on pourrait dire. Donc, ceci étant dit, ce qu'on a décidé de faire sur Question pour un pharmacien, c'est au lieu de rendre disponibles les 3 questions les plus fréquentes, comme on voit sur le site d'Apothèque, ce qu'on a dit, c'est qu'on va rendre accessible 100% ou presque des téléconsultations auxquelles on répond en tant que pharmacien sur la plateforme pour que d'autres patients puissent en bénéficier. Comme vous allez voir, là, ça donne des impacts assez intéressants. Là, vous le voyez là, dans une petite question qu'on a reçue il y a quelques mois. On voit en fait en haut là, à gauche que c'est une femme de 24 ans qui pose la question. Et on ne voit pas que c'est Linda Charret. Là. On voit vraiment pas, il n'y a pas de dénomination. C'est vraiment anonyme. Et on ne veut pas briser le fait que ce soit anonyme sur le site. Par contre, on veut que tout le monde puisse en bénéficier pour que chaque pharmacien, que le service puisse croître sans augmenter la pression sur les pharmaciens qui sont inscrits sur la plateforme. Vous voyez la page d'accueil, on voit les statistiques en bas à gauche. Il y a 1000 questions qui ont été répondues au moment où on se parle. Il y a 18 000 patients qui ont lu ces questions et ces réponses-là. Donc, en moyenne, au moins 18 patients par question. Et comment on réussit à faire ça? C'est très simple, en fait. Là, on utilise les technologies dont se servent les patients. Dans la diapositive, auparavant, vous voyez l'échange de type SMS ou texto qu'on est habitué tous de voir en tant que professionnel de la santé, mais également les patients. On voit ici, dans cette diapositive, vraiment le moteur de recherche utilisé pour Google. On ne réinvente pas la roue. On aurait pu mettre un agent conversationnel, on aurait pu mettre un chatbot, l'intelligence artificielle. Ça, c'est bon pour gagner des prix. Mais si vous voulez offrir un service, excusez-moi, intéressant et utilisé par la population, mais il faut se servir des outils dont se servent cette population. Donc, le moteur de recherche pousse les questions similaires d'emblée, sans que le pharmacien ait été notifié de la question du patient. Et si la question et la réponse est adéquate selon ce que le patient en juge, ben, il ne posera pas sa question. Il vient d'obtenir une réponse fiable, pas en temps réel avec une téléconsultation. Non, non, il a reçu, excusez-moi, de l'information pertinente et fiable au moment zéro. Ce que ça nous permet de faire, ça c'est super intéressant, c'est une question à laquelle moi j'ai répondu en mars 2016. Et en fait, c'est très simple, c'est une jeune dame qui avait vomi son antibiotique 75 minutes après l'avoir pris et se demandait si elle devait le reprendre. Donc, moi, j'ai répondu à ça, en fait, en mars 2016, comme je le disais un peu plus tôt. Et là, vous voyez, là, il y a 3 grandes phases là, de popularité de cette question-là qui suit les saisons. On parle d'antibiotiques, donc ça fait du sens. Avant 2017, il n'y avait pas de moteur de recherche sur le site. Donc, vous voyez, là, c'est à peine là, si on avait peut-être 10 consultations par semaine de ma question. De ma réponse, excusez-moi. À partir de l'introduction du moteur de recherche, boum, là, on a une centaine de personnes par semaine qui lisent la question sans que moi, j'ai à faire quoi que ce soit, sans à publier ou à partager de nouveau sur les réseaux sociaux. Non, j'ai pas besoin de faire ça. Les patients me trouvent sur Internet. C'est ça, utiliser Internet à son avantage. Et on voit là, la popularité du site va en croissant. Là, donc, et au Québec, vraiment, cette année, la grippe, elle est mauvaise. Donc, on le voit là, sur les questions qui ont été consultées sur le site. Là, on parle d'antibiotiques. Il y a des semaines, là, ça frôlait 200 consultations par des patients, uniquement cette question-là. Ce que ça permet de faire en tant que pharmacien, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez vu un peu plus tôt, là, mon profil de pharmacien peut être
collé à ma réponse, de sorte que mon profil, depuis que je suis inscrit sur Questions pour un pharmacien, a été vu par 898 patients. Donc, il y a près de 1000 patients, moi, qui ont été lire pendant 36 secondes mon profil. Et si je recule, excusez-moi, je ne veux pas vous donner mal au cœur, mais la question et la réponse, elle, dans le milieu, on voit 2 minutes 15. De sorte que les patients, c'est pas, ils arrêtent sur la page puis ils s'en vont voir ailleurs. Non, non, ils lisent. Et non seulement ils lisent, mais ils essaient de comprendre. 2 minutes, c'est long là, sur Internet. Là. Les personnes qui ont des sites Internet vont vous le dire. Là, 2 minutes 15, c'est très, très, très long. Ça va vite, Internet. On est habitué de consommer rapidement. Mais les patients essaient vraiment de comprendre. Mon profil, lui, est moins intéressant probablement. Donc, 36 secondes. Par contre, il a été vu par plus par plus de 890 patients au moment où on se parle. Ce qui m'amène à vous dire que ça, Question pour un pharmacien, ça existe au Québec en ce moment. Mais moi, je crois, en fait, puis j'en profite pendant que j'ai la possibilité d'en parler avec une plus grande partie de la francophonie, je crois que des initiatives comme Question pour un pharmacien sont très pertinentes ailleurs dans le monde. Tous les échanges sur le site sont en français, là, on se comprend. Là. Et à gauche, vous voyez en ce moment, et ça c'est en date de la semaine dernière, d'où proviennent les patients qui ont visité le site pour obtenir de l'information. Regardez, c'est incroyable. Je veux dire, il y a plus de 100 pays différents qui a au moins un patient qui ont été sur le site pour consulter l'information. En vérité, c'est qu'au Canada, il y a seulement 75% des patients qui proviennent du Canada. 10% proviennent de la France et le reste du 15% proviennent d'un peu partout à travers le monde, surtout en Afrique subsaharienne. Donc, c'est très, très, très pertinent d'être sur Internet pour les professionnels de la santé et pour les pharmaciens, bien entendu, parce que les patients, ils sont, ils nous cherchent, ils ont besoin d'informations. Et si on n'y est pas, malheureusement, ils vont trouver l'information par l'entremise d'autres professionnels de la santé ou simplement de leur part. Et là, ça va être de l'information qui va être anecdotique, par contre, souvent fausse, souvent incomplète, et avec les impacts sur la santé qu'on peut y penser. Et on pense souvent qu'Internet Santé, c'est que pour les patients super jeunes, super intéressés par la technologie. En fait, c'est tout le contraire. À droite, excusez-moi, vous voyez les patients qui ont posé, et non pas les visiteurs, qui ont posé une question sur le site entre juin et juillet de 2017. Et regardez, en mauve et en gris, les 55 ans et plus, ben, c'est plus de 30% des personnes qui ont posé une question sur le site. Les jeunes sont là, on se comprend, là, mais les personnes âgées ont besoin. Et je ne veux pas offusquer personne, là, en 55 ans et plus, c'est pas très âgé, on se comprend, là, mais dans l'imaginaire des professionnels de la santé, Internet Santé, c'est souvent des jeunes, mais la vérité, c'est que c'est pas ça du tout. Et on doit y penser. Les patients cherchent sur Internet, je le disais un peu plus tôt, et quand on leur demande parce qu'en fait, sur Questions pour information, on leur envoie un sondage dans la semaine qui suit pour leur demander si Questions pour information n'avait pas existé, qu'est-ce que vous auriez fait? Et à droite, c'est ce qu'on voit, c'est super intéressant. En fait, nous, au Québec, on a le 811 ou Info Santé qui se trouve être une ligne téléphonique gratuite qui permet aux patients d'obtenir de l'information en parlant avec un infirmière. Donc, nous, plus de 10% des patients ont dit, ben moi, je rappelle 811. Mais le 811, là, on sait au Québec, ça coûte au moins 20 par rappel lorsqu'on poule les salaires des infirmières qu'on met dans des cubicules à Montréal et à Québec à attendre des réponses, et des questions, excusez-moi. Et donc, si on leur demande, est-ce que vous auriez été voir votre médecin, mais il y a 28% des patients qui disent, oui, moi, j'aurais été voir mon médecin ou je me serais arrangé pour voir un médecin dans une clinique sans rendez-vous. Quand on leur demande s'il aurait été voir, excusez-moi, un pharmacien, si le site n'avait pas existé, seulement 44% disent ouais, moi, c'est un pharmacien auquel j'aurais pensé, soit par téléphone ou soit en personne. Ça, ce que ça veut dire, c'est que Question pour un pharmacien a réussi à aller chercher 55,7% des patients qui, autrement, n'auraient pas posé une question à un pharmacien. Donc, ça, c'est super intéressant. Et en bas, ça, c'est les 20% des patients qui, de toute façon, sachant pertinemment qu'Internet, c'est pas super fiable et que les professionnels de la santé, on s'entend, les pharmaciens, on disait un peu plus tôt en France, là, il y en a sur tous les coins de rue, même que le Cour des comptes trouve que c'est problématique. Mais même si le patient, dans sa tête, il sait très bien que le professionnel de la santé est accessible à côté, il va continuer sur Internet. Et ça, c'est ce qu'on voit en fuchsia dans le bas de l'écran. C'est 20% des patients qui vont continuer sur Internet malgré ça.
Donc, et le taux de satisfaction de la question pour un pharmacien, ça te frise toujours le 100% parce qu'il y a tellement peu de ce type de service-là en ligne que c'est fort, fort apprécié là, des patients. En résumé, ce que je voulais, le take-home message, l'élément que je veux vous garder en tête là, après cette conférence-là, c'est très simple. C'est que pour un écosystème de santé comme le Québec, comme la France, comme n'importe quel pays au monde où on se bat pour réduire les coûts, ce qui coûte le moins cher, c'est un patient qui se traite seul et qui se traite bien. Et pour ça, si on est en mesure, nous, en tant que pharmaciens, de passer devant le médecin puis d'être en mesure, comme le recommandait le Royal College of General Practitioners, de donner des conseils à nos patients avant qu'ils consultent, mais nous, on va faire partie de la solution. Et si en plus, on est en mesure de fournir de l'information en ligne, parce que beaucoup de patients cherchent en ligne par le fait même, on est en mesure de doublement être efficace et être pertinent dans l'évolution du système de soins. Et ce, même si les médicaments sont en train pas de disparaître, mais ils vont évoluer. Notre rôle de pharmacien, notre rôle de professionnel de la thérapeutique va toujours être pertinent si on utilise les outils dont se servent les patients. Je termine ma conférence en fait avec un commentaire. On en reçoit beaucoup des commentaires comme ça sur le site, mais c'est fort apprécié puis je vais vous le montrer. Donc merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup, Alexandre. Merci.